Bien, bonjour à tous et à toutes, Madame la Ministre, chère Barbara, bienvenue dans cette audition conjointe avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le projet Hercule d'EDF. La Commission des affaires économiques, vous avez déjà entendu, Madame la Ministre, le 17 septembre dernier, sur les enjeux énergétiques. La présente audition est plus ciblée, le projet de réorganisation d'EDF, connu sous le nom de projet Hercule. La Commission des affaires économiques et la CDD ont décidé d'organiser un cycle d'audition débutant par vous, la ministre, aujourd'hui. La semaine prochaine, nous entendrons Jean-Bernard Lévy le mercredi 10 à 15 h. Et puis, sur une audition plus large que le projet Hercule lui-même, Bruno Le Maire, le mercredi 10 à 17h30. Donc, notez bien, commissaire économique, le mercredi 10 à 17h30, l'audition a été déplacée. Celle-ci est propre à la Commission économique, ne vise pas seulement le projet Hercule, mais passera tous les enjeux de la relance en revue. Mais je ne doute pas que le projet Hercule fera aussi l'objet d'un certain nombre de questions. À l'issue de ce cycle d'audition, comme cela a été indiqué lors du dernier bureau en réponse à diverses sollicitations de Mesdames Battistel-Pato, de M. Campastous et Ruffin, il sera toujours temps de s'interroger sur la nécessité de poursuivre ces auditions, de créer une mission d'information ou d'attendre un futur dispositif législatif. Donc, je vous propose de faire cette audition et ensuite de voir comment on poursuit nos travaux. Je ne doute pas que les 12 travaux d'Hercule prendront du temps, surtout qu'il faut parvenir à compléter le premier, qui est parvenir à un accord préalable avec la Commission européenne. Je ne doute pas que Madame la Ministre nous donnera quelques éclaircissements sur l'avancée de ces discussions. Voilà, je m'arrête là. Je passe la parole à ma collègue Laurence Mayer-Manuri et ensuite à la Ministre. Merci Roland, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, bonjour. Alors, je me joins évidemment au président de la Commission des affaires économiques pour vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation à cette audition conjointe. Elle répond aux attentes de nombreux collègues, Roland l'a dit, car le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le projet Hercule de restructuration d'EDF, suscite sinon des inquiétudes, du moins de réelles interrogations. Il intervient dans un contexte particulier marqué par les difficultés financières du groupe EDF, des incertitudes pesant sur le programme nucléaire, avec en particulier les retards récurrents du projet d'EPR et les surcoûts qui en résultent. Il en résulte aussi du vieillissement du parc nucléaire et enfin l'exigence d'assurer une transition énergétique qui fasse toute sa part aux énergies renouvelables dans les conditions soutenables. Il intervient aussi alors que la France doit répondre aux exigences de la Commission européenne en matière de rémunération du nucléaire et que des négociations sont en cours. Nous le savons, le projet de scission du groupe en 3 entités rencontre des résistances de la part des personnels qui craignent un démantèlement et redoutent qu'il n'ouvre la voie à une privatisation de certaines activités, de même qu'il nous avait paru important que le Parlement puisse être saisi de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui détermine des choix structurants pour la France. Il est aujourd'hui nécessaire que la représentation nationale puisse être éclairée sur l'état des négociations avec la Commission européenne et les perspectives d'évolution du groupe EDF, opérateur historique et incontournable du paysage énergétique français. Alors, où en est-on du projet Hercule? Quels sont les gains attendus? Quelles pourraient en être les conséquences à moyen et long terme sur les tarifs de l'électricité et la complémentarité des moyens de production? Telles sont en outre les questions, notamment les questions que nous avions à vous poser, Madame la Ministre. Je vous remercie encore une fois de votre présence et vous cède la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Très heureuse d'être avec vous, comme ça a déjà été le cas et comme souvent, puisque vous le savez, j'accorde beaucoup d'importance aux relations entre le gouvernement et le Parlement. Certainement que mon passé récent doit jouer. Et donc, ces échanges sont pour moi très importants. Et surtout parce que sur ce sujet du fameux projet Hercule, comme vous, j'ai entendu et lu beaucoup de contre-vérités, tant sur nos objectifs que sur les enjeux liés à la production d'électricité et à la transition écologique. Donc ce matin, devant vous, je vais essayer de remettre de la clarté et de la précision au cœur des discussions. C'est important, c'est nécessaire et c'est essentiel. Car oui, mesdames et messieurs les députés, lorsque je lis dans tel journal que ce gouvernement entend vendre EDF à la découpe
lorsque j'entends les accusations de duplicité, de dissimulation et pourquoi pas de trahison, ou encore que nous allons vers des coupures massives d'électricité, j'entends les craintes, j'entends les inquiétudes, on peut tout à fait en exprimer et j'y suis évidemment attentive, mais je voudrais dès à présent le dire et le redire, tout cela est faux et tout simplement faux. Alors oui, dans ce contexte où les rumeurs les plus absurdes gagnent des galons de véracité, je crois qu'il faut remettre des faits, des vérités dans le débat et rappeler le sens de l'action du gouvernement en la matière. Donc, commençons par le commencement. De quoi parle-t-on? De l'avenir d'un de nos opérateurs historiques, de l'avenir de ses salariés, de l'avenir de l'accès à l'énergie électrique pour les Français et de l'avenir de la transition énergétique de la France. Alors, vous le savez, historiquement, la France a choisi un mix électrique décarboné avec une grande part de nucléaire. Aujourd'hui, nous faisons le choix d'un tournant massif vers les énergies renouvelables. C'est un choix que nous ne faisons pas seuls. Toute l'Europe rejoint ce mouvement. Le choix de la résilience et celui d'un mix électrique qui soit plus diversifié qu'aujourd'hui. Pour être à la hauteur des défis de notre siècle, en faisant de la France un pays qui sera neutre en carbone, pour donner aussi à notre économie les moyens de préserver à la fois son dynamisme et la planète. Et oui, avec un parc de production largement décarboné, la France, de ce point de vue, se classe parmi les pays les plus vertueux en termes d'émissions de CO2 et donc dans la lutte contre le changement climatique. Et oui, cette électricité décarbonée nous permet d'atteindre nos objectifs de neutralité carbone et de développer par exemple la mobilité électrique ou l'hydrogène par électrolyse. Ce qui, bien évidemment, vous me connaissez, ne veut rien dire pour la suite. Mais notre responsabilité, à vous comme à moi, c'est de ne pas et c'est de ne jamais laisser les choix historiques nous détourner de regarder vers l'avenir et de préparer l'avenir. Le parc d'installations nucléaires majoritairement construit dans les années 70 et 80 nécessite d'être entretenu, d'être modernisé et en même temps, il faut qu'EDF ait les moyens de prendre le tournant vers les énergies renouvelables. Et vous connaissez comme moi la situation. En ce moment même, partout sur le continent, la concurrence s'organise. Énergie renouvelable, hydrogène, stockage d'énergie, les concurrents d'EDF sont à pied d'œuvre. Je refuse que le pays et EDF soient sur le banc de touche de la transition écologique. Et mon ambition et l'ambition du gouvernement, son engagement, c'est qu'EDF reste un grand énergéticien et un champion français de la transition écologique et énergétique. Cette situation actuelle que nous vivons aujourd'hui, vous le savez, ce sont aussi des cadres de régulation qui sont inadaptés. Les règles en vigueur ont été instaurées il y a plus de 10 ans, dans un monde de l'énergie très largement différent de celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons ensemble, dans ce cadre de régulation-là, EDF n'a simplement pas les moyens d'être à la hauteur de notre ambition. Nous avons 2 sujets majeurs à résoudre. D'abord, la régulation des concessions hydroélectriques. Une vingtaine de concessions hydroélectriques est arrivée à échéance depuis 2011. Nous sommes hors la loi, sous la menace d'un contentieux européen sur leur remise en concurrence, contentieux qui a été engagé et n'a que provisoirement n'a été mis en suspens compte tenu des discussions en cours. Cette mise en concurrence a été rendue obligatoire à la fin des concessions de ces installations par la perte du statut d'établissement public d'EDF en 2004. Donc, je sais l'attachement des collectivités et des territoires aux installations hydroélectriques. Je sais que vous-même, j'en vois là dans la mosaïque de mesdames et messieurs les députés, vous êtes attachés à leur bonne gestion, d'autant que nous parlons ici de la gestion d'une ressource précieuse, qu'est l'eau. Le sort des concessions est aussi un enjeu social pour les personnels qui sont dans l'incertitude. Ce statu quo leur nuit, autant qu'il empêche la modernisation des installations. Nous voulons donc y trouver une solution. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement explore, parmi d'autres scénarios, une voie permise par le droit des concessions, consistant à pouvoir renouveler sans mise en concurrence les concessions à une structure dédiée détenue par l'État, ce qui nous permettrait de mettre fin au contentieux européen, de relancer l'investissement et de conforter les salariés. Ce serait un moyen de sortir de cette incertitude pesante qui n'a que trop duré et de redonner confiance aux territoires pour lesquels elles sont aussi un outil de développement économique. Le deuxième sujet, c'est la régulation du nucléaire historique.
Vous le savez, tous les fournisseurs ont la possibilité d'acheter à EDF une partie de la production nucléaire, qui est de 100 TWh, à un prix fixe. C'est l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Son tarif de 42 € le mégawattheure n'a jamais été revu depuis 2012. Dès le départ, ce dispositif était prévu pour être transitoire. Il a aujourd'hui rempli les objectifs de développement de la concurrence dans la fourniture d'électricité, puisque 40% des volumes d'électricité en France sont aujourd'hui commercialisés par des fournisseurs alternatifs. Mais ce dispositif souffre de plusieurs inconvénients. D'une part, l'AREN est optionnelle et asymétrique, c'est-à-dire que les fournisseurs peuvent ne s'approvisionner que lorsqu'ils prévoient des prix de marché qui lui sont supérieurs. D'autre part, son prix, qui n'a pas été révisé depuis 2012, je le répète, ne permet pas de couvrir les coûts et les investissements nécessaires pour le parc existant. Cet écart entre le prix de l'AREN et le coût de l'énergie pèse donc directement sur EDF. Mais les autres acteurs qui lui achètent cette électricité ne sont pas davantage satisfaits d'être aujourd'hui rationnés en nucléaire. Dans cette situation, d'un côté, EDF voit ses revenus plafonner quand les prix sont élevés, mais de l'autre côté, EDF n'est pas soutenu quand ils sont bas. Bref, EDF ne peut pas prendre franchement le virage de la transition énergétique et mener le développement des énergies renouvelables à la hauteur de ses concurrents. Alors, on pourrait se dire qu'il suffit d'adapter le dispositif de l'AREN pour le rendre plus juste et plus efficace. Mais je rappelle, s'il en était besoin, qu'il s'agit d'un dispositif encadré par la Commission européenne, dont la fin est de toute façon programmée en 2025. Alors, mesdames et messieurs les députés, une fois qu'on a dressé ce constat, que fait-on? Nous sommes engagés pour donner à EDF les moyens d'assumer son rôle dans la transition du pays. Et cela veut dire engager une discussion avec Bruxelles, car qu'on le veuille ou non, la régulation des marchés de l'énergie est aujourd'hui largement européenne. En disant cela, je vois bien qu'il y a une autre question qui se pose. Que voulons-nous? Tout d'abord, ce que nous voulons, c'est protéger le consommateur français, qui a contribué à constituer un parc de production nucléaire dont la collectivité supporte les risques et pour lequel elle a un intérêt direct à assurer un provisionnement adéquat de son démantèlement. Pourtant, le consommateur français serait, après la fin de l'AREN en 2025, exposé directement à un prix de marché français presque totalement déterminé par les prix des matières premières fossiles et du carbone, sans rapport avec la réalité de son approvisionnement. La transition énergétique ne pourra pas être acceptée par les Français avec une telle contradiction. Le gouvernement ne peut pas expliquer aux Français qu'ils devront payer plus cher leur électricité parce que les prix du carbone augmentent ou parce que les prix du gaz augmentent ou parce que les prix du charbon augmentent alors que la quasi-totalité de leur électricité est décarbonée. Les consommateurs français, puisqu'ils ont historiquement participé à financer cet outil de production, doivent aussi pouvoir être protégés contre les variations imprévisibles de leurs factures. Mais pour cela, il faut aussi garantir le financement du parc nucléaire existant, qui nécessite lui aussi des investissements majeurs. Vous avez évidemment tous entendu parler du grand carénage, le programme de rénovation et de modernisation des centrales nucléaires. Cela nécessite des investissements importants et pour cela, nous devons réformer les conditions de vente de sa production parce qu'EDF doit être rémunéré à la hauteur des coûts qu'il supporte pour l'énergie qu'il produit. Et si nous voulons par ailleurs mettre un terme au contentieux sur les concessions hydrauliques d'EDF, sans remise en concurrence, afin de maintenir ces installations dans le giron public et mettre fin à l'incertitude sur leur avenir, nous avons besoin d'avancer. Et notre objectif, c'est ici de protéger les salariés d'une part et les territoires. Et ceux qui prétendent que ce projet portera atteinte aux tarifs réglementés ou au principe de la péréquation se trompent, ou pire, agit des contre-vérités pour faire peur. En réalité, rien dans la réforme que nous envisageons ne porte atteinte au principe des tarifs réglementés. Et la péréquation n'est en aucun cas concernée par le projet. Rien de tout ça n'est en jeu. Alors, je peux le dire et le redire devant vous le plus clairement possible, il n'y a rien de caché, ni dans les manches, ni dans les tiroirs. Notre ambition, notre seul mandat, c'est de réussir à faire évoluer la régulation pour l'entreprise EDF et ses personnels, pour le consommateur, pour la transition écologique, bref, pour notre pays. Nous avons donc une discussion qui aborde ces sujets avec la Commission. C'est un chantier de modernisation sans précédent et comme tout chantier de cette taille, il faut savoir évoluer. Et oui, cela demandera vraisemblablement d'adapter les structures internes du groupe. On souhaite reconnaître un rôle particulier à EDF en tant que producteur nucléaire pour ce qui concerne son parc existant.
sous forme de service public. Cela nécessite d'en tirer les conséquences sur l'organisation de l'entreprise. Pourquoi? Parce que si la Commission accepte un nouveau modèle de régulation pour le parc nucléaire existant, elle demandera à avoir la garantie que cette régulation ne s'applique bien qu'à l'activité de production nucléaire et pas aux autres activités de l'entreprise, qu'il n'y aura pas de ce qu'on appelle des subventions croisées. Et c'est la même logique pour les concessions hydroélectriques. Si elles redeviennent publiques, en étant, par exemple, entre autres options qui sont étudiées, intégrées dans une quasi-régie, c'est-à-dire au sein d'une entité appartenant au secteur public et pilotée par l'État, il nous faut garantir que cette entité ne visera pas à financer d'autres entités concurrentielles du groupe dédiées à d'autres activités, par exemple le développement des renouvelables. Mais il ne s'agit en aucun cas de démanteler ni de privatiser EDF. Je l'ai déjà dit, EDF est et restera un groupe public intégré. Quelle que soit l'organisation, toutes les activités du groupe auront vocation à rester détenues majoritairement par l'État. Et pour ce projet, encore une fois, on peut lire honnêtement tout et n'importe quoi. N'en déplaise à certains, il n'est envisagé ni dépeçage, ni démantèlement, ni quelconque remise en cause du statut des salariés. Ceux qui le disent, ou pire, veulent le faire croire, ont tort, voire mentent délibérément pour agiter les peurs. Penser que le statu quo serait la meilleure solution, je le répète aussi, est une erreur. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, je pense que le statu quo n'est pas tenable dans la durée. Alors certes, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de décrire un schéma précis de ce que sera cette réforme et ses impacts sur l'organisation interne du groupe EDF. C'est vrai. Pour une raison très simple. Les négociations avec la Commission européenne sont toujours en cours. À ce jour, nous n'avons pas même la certitude de parvenir à un accord. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes et serons intransigeants sur tout ce que j'ai évoqué. Alors oui, si les conditions d'un accord conduisaient à une forme de démantèlement du groupe, nous ne l'accepterons pas. Si le tarif de l'énergie nucléaire régulée ne permet pas de couvrir les coûts de sa production, nous ne l'accepterons pas. Mais à l'inverse, la Commission demandera aussi la démonstration que la régulation soit conforme au droit européen et que les mécanismes de régulation soient bien limités au périmètre du parc nucléaire existant d'une part et à celui des concessions hydroélectriques d'autre part, sans subvention cachée aux autres activités d'EDF. Elle demandera des garanties que les mécanismes de régulation que nous cherchons à construire pour le nucléaire existant et pour les concessions hydroélectriques ne constituent pas des avantages compétitifs injustifiés au bénéfice des autres activités d'EDF. Si je dis tout cela, mesdames et messieurs les députés, c'est pour que ce soit très clair. Vous m'entendez, il n'est pas question d'une quelconque privatisation. Il n'est pas question d'une remise en cours des parcours professionnels des personnels, ni du statut des industries électriques et gazières. Le groupe EDF est public, il le restera, c'est un engagement. Ça fait partie de notre histoire, de notre conception du service public. Dans ce projet, il n'y a qu'une volonté, conforter le groupe EDF et son statut de grand énergéticien public au sein d'un marché et d'un système électrique européen et lui permettre d'assurer son rôle clé dans la transition énergétique. Alors, ce vaste chantier n'est qu'à ses débuts. Et vous le savez bien, mesdames et messieurs les députés, on ne touchera pas à EDF sans que vous y soyez associés, puisqu'il faudra revoir la loi. Jamais la négociation que nous menons ne pourra préempter votre voix, celle des élus de la nation, ni de se passer de discussions parlementaires préalables et indispensables à toute réforme. Et de même, je m'adresse ici indirectement aux partenaires sociaux, une réorganisation ne se fera qu'après en avoir débattu avec vous, dans les instances de gouvernance du groupe notamment. L'évolution du groupe EDF ne se fera pas contre la volonté de ses salariés, il n'en a jamais été question, et c'est très bien ainsi. On ne construit pas le changement depuis un bureau à Paris ou à Bruxelles, on le fait avec les citoyennes et les citoyens, leurs élus, avec les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien sur le terrain, et on le fait démocratiquement. Alors voilà, j'espère vous avoir apporté un peu de clarté et de précision dans le débat public. C'était devenu nécessaire et je vous remercie donc chaleureusement de m'en avoir donné l'occasion. Avec ce projet, EDF restera le premier électricien bas carbone d'Europe capable de financer ses moyens et d'être un champion de la transition. Bref, à des kilomètres d'un démantèlement, à des kilomètres d'une privatisation, au contraire, c'est bien l'avenir d'un fleuron national public dont nous parlons. Je vous remercie et je suis maintenant à votre disposition pour répondre
à toutes vos nombreuses questions pour lesquelles j'espère avoir déjà apporté quelques réponses. Merci, Madame la Ministre. Comme je vous l'indiquais, chers collègues, on va passer les orateurs groupes. Ensuite, la Ministre répondra à cette première salve et la seconde sera pilotée de main de maître par Laurence Mayer-Manuri. Il y a déjà pas mal d'inscrits pour la deuxième série, donc je vous demande vraiment de faire court dans vos questions. Pour la République En Marche, Jean-Charles Collaroy. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour cette audition conjointe de nos commissions Affaires économiques et développement durable et aménagement du territoire. Madame la Ministre, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos propos introductifs sur l'état d'avancement des discussions européennes en cours sur le projet Hercule. Au nom de la République En Marche, je voudrais aussi saluer le volontarisme avec lequel le gouvernement aborde les enjeux de décarbonation de notre mix énergétique, en rappelant le rôle prépondérant du groupe EDF dans cette transition. C'est tout le sens du projet Hercule. Nous le savons, EDF fait face à 3 grands défis. D'une part, l'ampleur des investissements à réaliser dans les productions d'énergie et dans les réseaux. D'autre part, la nécessaire renégociation de l'ARENH et du mécanisme de régulation du nucléaire historique. Et enfin, le sujet de l'hydroélectricité et du renouvellement des concessions, un sujet très important qui m'est très cher, vous le savez, pour le député de l'Isère que je suis. Pour la stratégie énergétique de la France, notre majorité a fait le choix d'une complémentarité des énergies nucléaires et renouvelables dans le mix électrique à horizon 2035. Dans cette stratégie, l'organisation et le développement d'EDF sont des enjeux cruciaux. J'ai donc 4 questions à vous poser sur le projet Hercule. Les parlementaires souhaiteraient être mieux associés aux discussions en cours entre le gouvernement et la Commission européenne. Comment comptez-vous à l'avenir mieux nous inclure dans ces négociations? Dans l'hypothèse où les discussions européennes n'aboutiraient pas, le statu quo sur l'ARENH et l'hydroélectricité pourrait avoir des conséquences très complexes à gérer. Comment préparez-vous cette option du statu quo si elle devait survenir? Les collectivités territoriales et les syndicats d'énergie sont très attentifs, vous le savez, à la gestion et au développement des réseaux d'énergie. Quelles garanties leur apporter dans le cadre d'un nouveau EDF vert dont le capital serait ouvert même minoritairement? La direction d'EDF et les salariés souhaitent que l'organisation intégrée du groupe soit conservée. Comment comptez-vous préserver cette unité dans le cadre des négociations européennes en cours? Je vous remercie. On ne t'entend pas, Roland. Merci. Et merci Jean-Charles. Donc pour le groupe des Républicains, Julien Aubert. Bonjour Madame la Ministre. Merci en introduction d'avoir rappelé que notre pays était largement décarboné à cause du nucléaire. Alors, j'ai bien compris que toute votre présentation visait à montrer qu'il s'agissait de répondre à un problème structurel d'EDF, à savoir la faiblesse de ses fonds propres. Mais alors, j'avais plusieurs questions. Premièrement, si votre volonté est bien de donner à EDF les moyens de son développement, pourquoi n'envisagez-vous pas d'abord la baisse des différentes taxes, dont la TVA, qui pèsent sur l'électricité, en prenant appui sur le fait que l'électricité est un bien essentiel qui est clé pour la décarbonation? Deuxièmement, si votre objectif est effectivement de renationaliser le nucléaire et l'hydraulique, pour permettre le financement public du nouveau nucléaire et résoudre donc les problèmes que vous avez exposés, pourquoi ne pas avoir fait avant, en renationalisant lorsque le cours de la bourse est bas, plutôt que d'attendre une grande nouvelle à Bruxelles qui va évidemment faire monter les cours? Troisièmement, par rapport à la question de EDF vert, qu'est-ce que vont partager demain EDF vert et EDF bleu à part des liens financiers? Est-ce que cette opération ne va pas essentiellement enrichir plutôt des banques conseils? Et enfin, pouvez-vous nous garantir que vous procéderez à l'augmentation du capital d'EDF vert par des émissions d'actions nouvelles, sans aucune cession des actions d'EDF vert détenues par EDF bleu? Enfin, quel est le lien de mettre Enedis, distributeur d'électricité, dans du vert concurrentiel? J'entends votre conclusion sur le fait qu'il n'y aura pas de privatisation du groupe EDF. Je vous rappelle que l'État, par la voix de différents premiers ministres et présidents, avait promis que GDF ne serait jamais privatisé. C'était une époque où l'État pesait 70% de son capital. Aujourd'hui, elle est malheureusement en dessous du tiers. Merci. Patrick Loiseau pour le MoDem. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, merci pour cette introduction très intéressante. Donc la France, qui se classe parmi les États européens les plus vertueux en matière de consommation énergétique, a fait de la lutte contre le dérèglement climatique un axe essentiel de sa politique.
afin de respecter les engagements qu'il s'est fixés dans la loi énergie et climat et dans les accords de Paris. Il devient toutefois nécessaire d'amplifier les investissements dans les énergies décarbonées. Cela passe d'abord par une restructuration d'EDF, dont le parc nucléaire, comme vous l'avez dit, et le potentiel d'hydroélectricité sont des leviers majeurs dans le développement des énergies neutres sur le plan environnemental. La performance d'EDF repose cependant sur des actifs anciens et des normes anciennes qui doivent être modernisées. Pour permettre à EDF de mieux jouer son rôle d'investisseur pour la transition énergétique et le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises, le président de la République a donc demandé à ses dirigeants de réfléchir à un plan de restructuration. En parallèle, des discussions ont été engagées avec la Commission européenne pour permettre à EDF d'assumer ce nouveau rôle dans la transition énergétique. C'est tout l'intérêt du projet d'Hercule, lequel a défini 3 objectifs. D'abord, garantir le financement du parc nucléaire existant. Ensuite, mettre un terme au contentieux, comme vous l'avez dit, avec la Commission européenne sur les concessions hydroélectriques. Troisièmement, il s'agit enfin de créer une entité unique à l'image de plusieurs de ses grands concurrents européens, les activités liées aux énergies renouvelables, à la fourniture d'énergie, aux services, aux clients, aux nouveaux usages de l'électricité. L'ensemble de ces objectifs autour du projet Hercule suscite toutefois des inquiétudes des organisations syndicales et des collectivités qui craignent une scission du groupe. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous expliquer ce que deviendront les cahiers des charges des concessions que les collectivités ont signées avec Enedis? Comment sera assurée la gestion de leur réseau de distribution, leur sécurisation, leur déploiement, leur répartition, si des objectifs de rentabilité sont donnés par les nouveaux actionnaires, la possible remise en cause de l'égalité de desserte et de la péréquation tarifaire fait l'objet de toutes les vigilances, car elle aurait pour conséquence de créer de nouvelles fractures dans les territoires à l'heure où la crise économique générée par la Covid-19 nécessite encore plus de solidarité. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous rassurer sur ces différents sujets? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Si l'urgence climatique et la nécessité de transition énergétique, et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, l'emportent, n'est-il pas temps de privilégier le retour à l'intérêt général, à la défense des biens communs et à l'intervention publique, plutôt que d'espérer que les marchés répondent à ces impératifs en se substituant à la puissance publique s'agissant d'un bien de première nécessité qu'est l'électricité, excusez-moi. Pensez-vous vraiment que le projet Hercule que vous portez peut répondre à cette exigence? Emmanuel Macron lui-même disait « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Cela me semble tout à fait approprié à notre sujet. » Si nous nous accordons sur le fait que le statu quo n'est pas la solution, que le mécanisme de l'Arenh ne peut perdurer en l'état, qu'il y a nécessité à sécuriser l'hydroélectricité dans le domaine public, nous considérons que cela est possible sans Hercule et qu'il est temps que la puissance publique joue son rôle. Vous poursuivez les discussions avec la Commission européenne. Pouvez-vous nous éclairer précisément sur le modèle d'EDF que vous portez dans les négociations? Vous comprendrez que le Parlement souhaite être associé de manière plus importante qu'il est aujourd'hui le cas. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est obtenu à la DGCOMP, comment comptez-vous résoudre les problèmes de sous-rémunération et de sous-capitalisation dont souffre EDF? Quel est votre plan alternatif? Envisagez-vous une recapitalisation comme vous l'envisagez sur la SNCF et Air France, considérant que EDF est une entreprise stratégique qu'il est primordial de soutenir? Envisagez-vous le rehaussement immédiat du prix de l'Arenh permettant de rattraper la stagnation de son prix depuis 2012 qui ne couvre absolument pas les coûts et ne rémunère pas le nucléaire? Est-il envisagé de filialiser le nucléaire existant au sein de EDF SA d'aujourd'hui pour obtenir la nouvelle régulation du nucléaire dont EDF a tant besoin? Pouvez-vous nous garantir que la mise en concurrence de l'exploitation de l'hydroélectricité est clairement abandonnée, quel que soit le schéma que l'on trouve? Et finalement, pourquoi ne pas reconnaître que la concurrence est totalement inadaptée au système électrique dont les coûts sont essentiellement fixes et de long terme? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Agir Ensemble, Antoine Herth. Merci, Monsieur le Président. EDF est un acteur majeur d'une des réussites françaises, à savoir l'avantage comparatif qu'a notre pays, à la fois pour l'industrie et les particuliers, d'avoir un coût de l'énergie, en particulier l'électricité évidemment, qui est moins cher que dans d'autres pays européens. Je crois que ça doit être pour nous un objectif
maintenir cet avantage. Mais pour reprendre la fameuse phrase du Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Donc oui, donnons à EDF la possibilité de rester à l'avenir encore cet acteur majeur de cette réussite française, à la fois pour garder une énergie bon marché, mais aussi pour lui permettre d'assainir ses comptes. Vous avez, Madame la Ministre, évoqué l'impact fort du grand carénage, et puis surtout pour permettre à EDF d'être un acteur majeur de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables. Vous avez évoqué la question de l'Arenh, je n'y reviens pas, d'autres collègues l'ont évoqué, mes questions sont les mêmes, mais vous avez fait le lien aussi avec le prix du carbone. Est-ce que le projet de la Commission européenne de mettre en place une régulation carbone au marché peut influer sur l'équation que vous nous avez exposée? J'ai une autre question que j'ai déjà posée hier, mais je n'ai pas eu la réponse, concernant l'impact du Brexit par rapport au projet de construction d'une centrale nucléaire de Hinkley Point. Est-ce que voilà, vous avez des éléments là-dessus? Enfin, une question également concernant RTE. Je me souviens d'auditions que nous avons menées avec le président d'RTE qui nous disait le modèle de financement d'RTE doit changer parce que RTE non seulement fournit, transporte l'électricité jusqu'au consommateur, mais prend aussi en charge l'électricité produite par le consommateur. Donc c'est un nouvel modèle économique qu'il faut construire. Bref, pour résumer, est-ce qu'il faut une nouvelle PPE? Vous avez parlé d'une partie de travail législatif. Est-ce que ça va jusqu'à une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie? Enfin, pour terminer, une question locale. À l'occasion des chutes de neige en Alsace, j'ai eu beaucoup de retours de terrain qui me disaient c'est la faute à la fermeture de Fessenheim si nous avons des coupures d'électricité. Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer? Merci. Merci pour le groupe UDI et indépendant, Sophie Oconi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chère Barbara, deux sujets. Le premier, il concerne les entreprises consommatrices d'énergie qui sont inquiètes alors qu'elles accompagnaient relativement positivement ce projet. Elles mesurent combien, à l'issue des négociations, finalement, avec la Commission européenne, les entreprises seraient finalement exclues du champ d'application de la réforme. Les conséquences, c'est, d'après ce qu'on peut en analyser, une instabilité des prix avec une volatilité des prix du marché et donc des hausses importantes. Vous nous avez dit tout à l'heure que non, on a mesuré combien dans d'autres secteurs ça avait été difficile à tenir, donc des hausses importantes des prix à regarder avec attention. Et puis concernant la transition énergétique, sans inclure les entreprises qui représentent 65% de la consommation électrique française, ces entreprises considèrent que ça n'est pas une façon opportune de les appréhender dans ce projet de réorganisation d'EDF. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, pour moi, c'est plutôt la méthode, et je m'associe à mon collègue Colas Roy et à d'autres qui ont indiqué que le Parlement n'était pas suffisamment associé. Alors, je salue l'idée, cher président Lescure et chère présidente Maillard-Meignery, de ces auditions, mais le gouvernement n'aurait-il pas dû associer en amont des négociations plus poussées avec la Commission européenne le Parlement à travers des débats qui auraient permis de vous donner finalement une feuille de route et qui aurait permis peut-être de faire adhérer davantage les citoyens qui, quand c'est flou, il y a un loup, disait une de nos collègues politiques du Nord, eh bien, quand c'est flou, il y a un loup, et les citoyens, qu'ils soient consommateurs, acteurs économiques ou élus locaux, considèrent qu'il y a des choses et il y a une défiance vis-à-vis de ce projet, clairement sur nos territoires. L'association au Parlement, il n'est pas trop tard, je vous y engage, je vous y incite, pardon, merci. Et nous le faisons, vous l'avez reconnu, chers collègues. Loïc Prudhomme pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'Union européenne, dogmatiquement obsédée par... Je vous entends vraiment pas bien. Donc, je vais passer l'orateur suivant, qui est Sylvia Pinel, puis essayer de voir si... Parce qu'on vous entend vraiment très, très mal. Donc, Sylvia Pinel pour Liberté et Territoire.
Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre. De quoi parlons-nous avec le projet Hercule? De l'avenir d'EDF, certes, mais plus globalement de la politique énergétique de notre pays pour les décennies à venir. Un tel projet saurait être mené dans le cadre d'une concertation peu transparente avec la Commission européenne. Il appelle au contraire à un véritable débat social et démocratique et une plus grande concertation avec les partenaires sociaux et les élus. Ce qui est loin d'être le cas à ce stade. Dans quel cadre, Madame la Ministre, pourrons-nous enfin en débattre? Vous avez évoqué un projet de loi, et dans quel calendrier? D'ailleurs, je m'interroge sur la cohérence de la politique portée par le gouvernement. Le découpage d'un service public fondamental pour nos concitoyens entre en contradiction totale avec la défense de la souveraineté énergétique et industrielle française. En effet, alors que les catastrophes climatiques se multiplient sur le territoire français, et j'en veux pour preuve les inondations que connaît mon département et tant d'autres, il me paraît primordial de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Or, le projet dans sa forme actuelle n'y contribue pas. En outre, ce projet de scission des activités laisse craindre que seules les logiques financières prennent le pas sur celles de l'intérêt général et surenchérissent le coût de l'énergie pour nos concitoyens. Je voudrais aborder la question de l'avenir de la filière nucléaire française et de ses salariés qui ont une compétence et un savoir-faire reconnus. Le cadre actuel de réglementation semble inadapté et ne permet pas de couvrir les coûts très lourds pour le renouvellement des centrales. À cet égard, que pensez-vous de la mise en œuvre d'un service d'intérêt économique général européen? Une telle solution prenant appui sur une révision et une refondation du traité européen dit Euratom serait-il envisageable? Par ailleurs, le projet ne résout pas la question de la faiblesse endémique des fonds propres d'EDF, ni la problématique de sous-rémunération de l'entreprise depuis la mise en place de l'Arenh. Où en sont les discussions concernant cette réforme? Quelles sont les pistes privilégiées pour renforcer la capacité du groupe à financer l'entretien des réseaux, réaliser les investissements massifs nécessaires au renouvellement du parc nucléaire? Le Premier ministre s'est engagé à maintenir le statut des personnes des industries énergétiques et gazières. Toutefois, des craintes demeurent quant à la capacité du groupe à demeurer intégré à l'issue de cette réorganisation et à préserver ses emplois ainsi que ses compétences. Quelles garanties pouvez-vous leur apporter? Enfin, dans le cadre de cette réorganisation, il est prévu une ouverture du capital d'EDF vert d'environ 35%, qui nous interroge quant au maintien du niveau des investissements sur le réseau et sur la qualité de la desserte sur l'ensemble du territoire national. Vous le savez, Madame la Ministre, c'est une question qui inquiète beaucoup les collectivités locales et les syndicats départementaux d'énergie. Est-ce qu'on a retrouvé Loïc Prudhomme? Alors, vous allez me le dire. Ouais, c'est mieux là. Ouais. C'est beaucoup mieux, ok. Excusez-moi, hein, c'est la technique. Pas de problème. Donc, je vous redis à nouveau merci et je remercie Madame la Ministre d'être là avec nous ce matin. Je disais donc que l'Union européenne, dogmatiquement obsédée par la concurrence, aiguillonnée par les lobbies, s'emploie à déréguler ce secteur de l'énergie depuis de longues années, alors que cela se heurte d'évidence à beaucoup de choses. Des évidences d'abord techniques. Dites-moi quel concurrent va construire de nouveaux systèmes de production d'énergie et déployer un deuxième réseau, mais aussi des évidences économiques. Le prix de l'électricité a augmenté de 60% depuis 2006, alors que l'inflation n'a été que de 20% depuis l'ouverture du marché de l'électricité. Donc, malgré ces évidences, vous continuez à dérouler le tapis rouge aux illuminés de Notre-Dame de la concurrence, Madame Vestager, commissaire européenne. Votre projet nommé Hercule n'a finalement pour seul but que de transformer notre géant public EDF en vache à lait. D'un côté, l'État, c'est-à-dire chacun d'entre nous, paiera les frais liés au nucléaire, véritable gouffre financier, puisque cette partie-là restera publique. Grand carénage des centrales pour prolonger dangereusement leur utilisation pour 100 milliards d'euros et 37 milliards de dettes actuelles. De l'autre côté, et en même temps, le secteur privé aura accès à tout ce qui est rentable, c'est-à-dire le secteur des énergies renouvelables et des barrages hydroélectriques. Je vous passe le hold-up au passage de nos réserves d'eau potable, si précieuses et stratégiques, stockées dans ces mêmes barrages. Enfin, vous maintenez une concurrence artificielle sur la commercialisation de l'électricité uniquement. Les centrales nucléaires entretenues par l'État vendront leur électricité à un prix bas contraint à des distributeurs privés qui se contenteront, sans produire ni même livrer d'électricité, de la revendre aux particuliers selon les cours du marché et donc de s'engraisser sur notre dos au passage. La concurrence est une chimère, un leurre qui ne peut pas exister dans un système électrique
qui est ce que l'on appelle un monopole naturel. Et c'est là toute l'absurdité de ce projet Hercule, de votre projet Hercule. Madame la ministre, comment allez-vous digérer cette énième couleuvre qui a pour but de sauver le nucléaire pour engraisser un marché privé artificiel tout en sacrifiant les énergies renouvelables qui devraient être déployées massivement grâce à la puissance publique? Je vous remercie. Pardon, merci. Et pour terminer cette première série d'orateurs pour le groupe GDR, Sébastien Jumel. Merci, Président. Dans le sang et les larmes de la libération, Marcel Paul a considéré que ce bien commun que constitue l'énergie devait être sous maîtrise publique. J'aurais bien voulu entendre ce terme dans votre bouche, Madame la Ministre. Bien commun. L'énergie n'est pas une marchandise comme les autres. Ensuite, vous ne manquez pas d'air. Vous nous dites, j'entends des rumeurs contradictoires sur le sujet, alors que vous négociez en catimini. Vous ne reconnaissez pas la légitimité des organisations syndicales qui n'ont pas été reçues. J'ajoute que 84 parlementaires de tous les bancs demandent à être reçus par le Premier ministre sur ce sujet et que nous attendons donc transparence face à l'opacité des négociations engagées. Sur le fond maintenant, on vient d'enregistrer une nouvelle augmentation du prix de l'énergie. 50% d'augmentation du prix de l'énergie grâce à 20 années de libéralisation. Est-ce que vous allez mettre sur la table l'évaluation de 20 ans de politique libérale dans le domaine de l'énergie? J'en viens donc à mes questions sur Hercule, dont nous ne voulons pas. Hercule est un mauvais projet, c'est un colosse au pied d'argile. Sur la réforme de l'Arenh, évidemment que c'est un mécanisme asymétrique qui pénalise notre fleuron industriel. Je rappelle que nous ne l'avons pas voté. Quel bilan vous en faites? Est-ce que vous envisagez un mécanisme de régulation à l'échelle européenne en faisant payer les Français sur ce qu'ils ont déjà financé? Alors que la dette d'EDF s'élève aujourd'hui à près de 41 milliards d'euros, que l'entreprise aura besoin de 35 à 45 milliards d'euros pour les carénages nécessaires et la modernisation nécessaire de son appareil productif, pourquoi refuser une recapitalisation d'EDF? Rien dans le droit européen n'oblige la France à revenir sur l'unicité d'EDF. Rien non plus dans le droit européen ne s'oppose au fait que le gouvernement recapitalise immédiatement EDF afin de financer sa bifurcation écologique, afin de financer la rénovation de son parc nucléaire ou d'en développer de nouveaux. Qui paiera ces démantèlements sinon? Les concurrents, les Français, EDF. Quelles conséquences et quelles raisons à la mise à l'encan d'Enedis? Parce que si 35% d'ouverture du capital, ce n'est pas une privatisation, je ne sais pas de quoi on parle. Envisagez-vous de porter à l'échelle européenne, ce qui serait, à mon avis, audacieux, l'idée d'un service d'intérêt économique général pour ce bien commun que représente l'énergie? Voilà les milliers de questions que nous avons à vous poser. Nous souhaitons un débat au Parlement. Nous souhaitons que cette question qui pose la question de la souveraineté de la nation, de la souveraineté énergétique de la nation, soit débattue par le Parlement, votée par le Parlement. Vous n'avez pas de mandat pour négocier avec la Commission européenne sur ce sujet. Enfin, je termine par là. J'ai parlé de Marcel Paul et du spectre large des gaullistes aux communistes en passant par les socialistes et les insoumis et les écologistes sur l'attachement au service public national de l'énergie. Moi, je vous pronostique un bel anniversaire des 75 ans d'EDF si vous ne renoncez pas à ce mauvais projet. Merci. Bon, on ne peut pas me reprocher, on peut me reprocher sans doute beaucoup de choses, mais de ne pas organiser les débats sur les sujets d'importance, à la demande d'ailleurs d'un certain nombre de groupes. Je vous en remercie, monsieur le Président. Non, mais ma critique s'adressait au gouvernement et pas à la Commission. Le gouvernement, il est là en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on a les deux principaux ministres que nous le convoquons. Concernés par ce sujet qui sont là devant nous. Ils ont, en tout cas Barbara Pompili a accepté dès qu'on l'a contacté avant Noël de venir nous voir. On a organisé une date qui, je pense, convenait à tout le monde et le débat va se poursuivre. Donc, c'est juste cette petite musique que j'ai entendue d'un certain nombre de nos collègues et pas seulement par vous, cher collègue Sébastien Jumel, que je veux arrêter. On a un débat, je pense qu'il est intéressant, il va se poursuivre aujourd'hui, la semaine prochaine. Et moi, je suis prêt à ce qu'il se poursuive tant qu'il le faudra, qu'on auditionne tous ceux qu'il faudra. On discutera en bureau de la manière de le faire de manière optimale. C'est un projet important. Je pense qu'on a besoin que le Parlement soit éclairé et on commence ce processus aujourd'hui. Madame la ministre. On aura un calendrier.
Oui, alors je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées par tout le monde, sachant que, en fait, il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées auxquelles j'avais répondu dans mon intro, mais je vais reprendre. D'abord, sur l'association des députés et des syndicats, ça a été demandé par Jean-Charles Collaroy, mais aussi par d'autres. Là, on est sur un échange sur les grands principes d'une réforme de la régulation du nucléaire et de l'hydroélectricité. Mais, comme je vous l'ai dit, ça ne préemptera pas un débat parlementaire sur l'avenir d'EDF qui sera indispensable avant d'engager cette réforme. Une loi sera fort probablement, et même plus que fort probablement, très sûrement nécessaire. Et donc, comme je l'ai déjà dit, ce sera une loi spécifique. Elle ne sera pas intégrée dans un projet de loi plus large, comme ça avait pu, certains avaient pu l'évoquer. Et donc, ça laissera toute sa place au débat. Ensuite, qu'il puisse y avoir des débats plus généraux sur EDF, il s'avère que, et sur Hercule, il s'avère qu'il y en a eu un au Sénat il y a quelques semaines où j'ai été interrogée. Et donc, là, il y a un débat maintenant. Il y en aura, si vous voulez en organiser d'autres, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, moi, je serai toujours à votre disposition pour répondre. Après, par ailleurs, la réorganisation précise du groupe qui devra intégrer de nécessaires contreparties aux progrès obtenus pour le parc nucléaire et les concessions hydroélectriques et permettre une mise en conformité avec le droit européen devra aussi évidemment être débattue dans le cadre des instances de gouvernance d'EDF et en associant les partenaires sociaux. Ça, c'est une base et ce sera fait. Simplement, à un moment, il faut savoir de quoi on débat. Donc, il faut quand même qu'on ait quelques bases. Voilà. Et donc, on peut faire comme si, ou ne pas être d'accord avec le fait qu'il y ait une régulation qui doit se faire au niveau européen, ça, c'est un autre débat. Mais là, concrètement, on est dans ce cas-là. Et donc, dans ce cas-là, il faut bien qu'on voit un petit peu où ça en est au niveau européen. Mais par contre, j'insiste, on a des grands principes que je vous ai répétés tout à l'heure qui feront l'objet de garanties dans une éventuelle réforme, notamment, et j'insiste, sur les parcours professionnels au sein du groupe EDF qui seront préservés, les mobilités encouragées, le statut des IEG ne sera pas remis en cause et EDF et la marque EDF, qui est porteuse des valeurs de l'une des entreprises préférées des Français, restera commune à l'ensemble du groupe EDF. Sur les activités de réseau, ça a été demandé par Jean-Charles Collaroy, s'agissant du réseau de distribution, et ça a été demandé par d'autres. Il y en a d'autres qui m'ont parlé d'Enedis et qui m'ont parlé de… J'insiste, le projet de réorganisation envisagé ne remettra pas en cause les principes de son fonctionnement ni la nature de ses relations avec les collectivités territoriales. L'acheminement et le raccordement au réseau public de distribution d'électricité sont des missions de service public et le resteront. Ils ne sont aucunement liés aux conditions de détention du capital des entités qui les exercent. Donc, ne nous faisons pas peur, ça n'aura pas d'influence ce qu'on est en train de décider sur cela. Sur la question de l'échec des négociations, question qui a été posée par un certain nombre d'entre vous, soit que va-t-il advenir, soit nous on ne veut pas du projet et donc on ne veut pas qu'il aboutisse, voilà. Il faut d'abord dire que bon, il y a eu pas mal d'échanges avec la Commission depuis maintenant près de 2 ans. Et sans valider ni rejeter le projet français, la Commission est attachée à ce qu'un éventuel futur cadre de régulation du nucléaire existant s'intègre dans le droit de l'Union. Les discussions, elles sont intenses. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Ces semaines-ci, elles devraient permettre de clarifier la position de la Commission quant au projet que nous défendons. Notre objectif demeure de faire aboutir les négociations sur un projet viable et qui permettrait de clarifier la position de la Commission quant au projet de régulation, mais qui satisferait tout le monde. Toutes les volontés sont concernées sur cet objectif. Si on ne trouve pas d'accord, évidemment, on ne restera pas les bras croisés. Parce que, je le rappelle, le statu quo, ce n'est pas possible. Le statu quo tel qu'il est aujourd'hui, on a un énorme problème sur la régulation, enfin sur l'hydroélec, on a un énorme problème sur le financement d'EDF. Donc, EDF ne peut pas financer son parc existant. Moi, à un moment, et alors, je ne parle même pas des investissements futurs et des choix, mais ça, je reviendrai sur cette question qui a été posée plus loin. Donc, il faut bien comprendre que, évidemment, on ne restera pas les bras croisés. Évidemment, on veut que EDF reste un groupe intégré, mais si on n'aboutit pas sur ça, il va falloir trouver un plan B.
Et le plan B, c'est pas si évident que ça à trouver. Donc, on fera forcément un autre projet. Je crois que c'était Elisabeth Borne qui avait dit l'année dernière, elle avait dû dire, si on ne fait pas le projet Hercule, on fera le projet Hector. Ça veut dire qu'on est obligé d'agir. On ne peut pas rester comme maintenant. Donc, et là, comment ? Vous pouvez renationaliser ce bien commun. Ça, ce n'est pas un statu quo. Juste, s'il vous plaît, parce qu'on est très nombreux en audition, il y a beaucoup de questions. Donc, on va laisser la ministre répondre. Vous vous inscrivez pour des questions supplémentaires, mais sinon, ça va partir dans tous les sens, là. Absolument. Je suis d'accord. Je continue les réponses, si vous le souhaitez, sur les questions qui ont été posées par Julien Aubert. D'abord, pourquoi ne pas baisser la TVA ou d'autres taxes ? Tout simplement parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir une réponse structurelle au problème et pas une réponse conjoncturelle. La fiscalité, si on la bouge, on est à la merci de la première loi de finances qui vient, où on pourrait tout rebouger. Et on a besoin d'assurer une stabilité dans le moyen et dans le long terme pour EDF. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas... on n'a pas choisi de faire des réponses fiscales, mais plutôt d'apporter une réponse structurelle. Sur la question de la nationalisation, et d'ailleurs comme ça me permet de répondre à Sébastien Jumel, mais aussi donc à Julien Aubert, les modalités de savoir si on fait une nationalisation ou pas, elles ne sont pas encore définies. On le fera en fonction de l'issue des négociations. Et donc, tout ça est en train d'être regardé. Ça fait partie... On ne se ferme aucune piste. Hein. On ne se fait aucune piste. Ensuite, sur Enedis, je l'ai déjà un peu répondu. Hein. Dans les discussions avec la Commission européenne et sur proposition d'entreprise, le gouvernement défend un projet de réorganisation d'EDF qui rassemble dans une entité unique les activités qui sont liées aux énergies renouvelables, à la fourniture d'énergie, aux services aux clients, aux nouveaux usages d'électricité, à la croissance internationale d'EDF. Et parce que l'évolution du système électrique met le réseau de distribution au cœur de la transition énergétique, c'est dans cet ensemble-là qu'Enedis a toute sa place. Et donc, le projet de réorganisation, je l'ai déjà dit, hein, ne remettrait pas en cause les principes de fonctionnement d'Enedis ni les missions qu'elle exerce. L'acheminement et le raccordement au réseau public de distribution d'électricité sont des missions de service public et resteront. De même, le mode de financement, ça a été évoqué par certains, d'Enedis, qui est fixé par la CRE, je rappelle, qui est une AAI, et qui garantit notamment la péréquation tarifaire, n'est en aucune manière impacté par la réorganisation et ne changera donc pas. La péréquation tarifaire, ça a été aussi demandé par certains d'entre vous, qui tient au fait que chacun paye le même tarif d'utilisation des réseaux où qu'il soit sur le territoire, est inscrit dans la loi et n'est aucunement lié aux conditions de détention du capital d'Enedis. Donc voilà, ça, je tenais vraiment à insister là-dessus parce que c'est important. J'ai ensuite, je crois que c'était notre collègue Loiseau qui avait posé un certain nombre de questions. Oui. Je pense que j'ai un peu déjà répondu aux questions qui étaient posées par Patrick Loiseau, puisque c'était surtout sur les questions d'Enedis, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, Marie-Noëlle Battistel. Sur l'état des discussions avec la Commission, je pense que j'ai déjà répondu. Sur y a-t-il des chances à arriver à un accord rapidement ? En fait, on fait tout pour aboutir rapidement, parce que si on aboutit rapidement, s'il y a des mesures justement législatives à prendre, on pourra les prendre d'ici la fin du quinquennat, et je crois que ce serait mieux pour tout le monde que tout ça soit fait dans ce délai-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que là, nous, on fait tout pour aboutir à une décision le plus rapidement possible, mais je ne peux pas vous donner un calendrier en vous disant que le mardi 12, ce sera résolu. Je ne peux pas répondre à ça. Sur
sur l'autre question, la vision de la ministre que je peux avoir sur Azure, en fait, vraiment, le principe, c'est que, on met en place un nouveau cadre de régulation, donc on est obligé d'avoir des évolutions sur l'organisation d'EDF. Pour autant, on a vraiment, nous, des objectifs forts sur lesquels on ne transigera pas: le maintien du groupe intégré, la préservation de l'intérêt des salariés et la préservation de l'intérêt des consommateurs. Ça, on ne bouge pas. C'est une négociation qui est difficile parce que justement, on a ces enjeux importants et parce que justement, on ne veut pas lâcher sur ces points dont je vous ai parlé. Mais globalement, on a quand même une bonne qualité de négociation avec la Commission. Sur le renouvellement des concessions hydro, la solution de la quasi-régie est étudiée parce qu'elle permet de maintenir les installations dans une structure 100% publique contrôlée par l'État. Ça nous permettrait de relancer l'investissement dans nos barrages et de redistribuer les ressources financières dans les territoires. Donc, ça permet vraiment de répondre à l'inquiétude des salariés et c'est la solution qu'on défend. Donc, on espère qu'on va réussir à aboutir sur le sujet. Antoine Herth, il faut absolument que tout change pour que rien ne change. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le même contexte. Donc, on doit se réorganiser, mais dans le but de garder ce qui a été quelque chose pour nous, qui est quelque chose de consensuel, c'est-à-dire qu'on garde un groupe public, qu'on garde un groupe intégré, qu'on puisse avoir des tarifs qui soient des tarifs supportables par les consommateurs et aussi qu'on ait des salariés qui gardent leur statut. Alors, sur les questions sur le prix du carbone, l'idée justement, c'est que la régulation permette de stabiliser pour les consommateurs les prix. Et parce que la régulation des prix du carbone va être regardée en parallèle, mais on a besoin de cette régulation pour pouvoir protéger cette stabilité. Donc, c'est justement tout l'intérêt de ce qu'on est en train de faire. Sur la question spécifique sur Hinkley Point, est-ce qu'il y aura un impact du Brexit? Non, pas d'impact du Brexit prévu sur Hinkley Point. Tout ça fait partie des négociations avant Brexit. Sur la PPE, oui, donc je rappelle que la PPE va être révisée à l'horizon 2023 avec une loi de programmation, comme ça a été prévu dans la LEC et comme ça avait été demandé par nombreux parmi nous. À l'époque où j'étais encore chez vous, je vois Anthony Seillet qui opine du chef. Sur Fessenheim, donc j'ai déjà répondu plusieurs fois pendant les questions au gouvernement sur cette question de Fessenheim. Donc je redis que évidemment les questions d'approvisionnement en électricité d'abord sont traitées, sont gérées, qu'on n'aura pas de blackout, donc il ne faut pas s'inquiéter, qu'on a une vigilance qui est prévue jusque mars et qui sera levée en mars parce qu'on a eu des calendriers de maintenance de réacteurs qui ont dû être décalés du fait de la crise Covid, ce qui nous oblige du coup à avoir une vigilance plus particulière, mais tout ça est géré, donc vous pouvez rassurer tout le monde. Et en l'occurrence, le fait que Fessenheim est fermé, ce n'est pas la raison pour laquelle il y a une vigilance. Le fait que Fessenheim est fermé, en fait, n'a pas eu vraiment de conséquences. Moi, ce qui m'embête plus, c'est quand on a des réacteurs qui devraient être ouverts et qui ne sont pas. Et ce qui m'embête plus, c'est quand on a des réacteurs aussi qui devraient être en fonctionnement et qui sont en maintenance pendant des années alors qu'ils devraient être à nouveau en fonctionnement. Suivez mon regard, il y en a plein, je pourrais vous en donner plusieurs. Donc, le problème est ça. Le problème, c'est quand on fait du nucléaire, on a besoin d'anticiper. Tout ça est très long dans le temps. Et que quand on a des problèmes conjoncturels comme ça, où on a des réacteurs qui devraient être ouverts, qui ne sont pas, qu'on a des maintenances qui durent plus longtemps que prévu, etc. Fessenheim, on aurait pu se dire, oh là, on a un problème conjoncturel, donc on ne le ferme pas. On aurait pu se dire ça, comme ça on se donne une petite marge de sécurité, sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Sauf que pour faire ça, Fessenheim aurait dû passer les visites décennales, Fessenheim aurait dû faire un certain nombre de travaux pour adapter ces conditions de sûreté qui n'ont pas été faits parce qu'il était prévu que ça ferme. Et donc, ça ne servait à rien que EDF finance des travaux alors que ça allait fermer. Donc, tout ça, on fait pas, ça ne se fait pas comme ça.
Donc, ceux qui racontent que ça se fait comme ça, soit ont une grande méconnaissance du sujet, soit ont un peu de mauvaise foi. Je suis sûre que ça n'arrive jamais. Certaines même que ça n'arrive jamais. Sophie Oconi, oui, sur la question des entreprises, Sophie, c'est un de nos gros sujets de discussion. Ça fait partie des gros sujets de discussion qu'on a avec la Commission, puisque c'est un point, c'est une volonté particulière que nous avons de maintenir les entreprises dans le système. C'est un des points un peu compliqués des discussions. Donc, voilà. Mais en tout cas, on l'a clairement dans le scope. Sur le fait d'associer en amont, bah oui, alors j'ai déjà répondu. Moi, j'entends le fait qu'il y ait une défiance. Je vois aussi que la défiance, alors la défiance peut se jouer parce qu'on est dans une atmosphère, de toute façon, sur plein de sujets sur lesquels il n'y a pas de confiance, sur lesquels on ne peut pas avancer sans qu'il y ait de... Non, mais j'ai eu le même sujet, on pourra en reparler sur autre chose, hein, sur la question de la pub dans la loi Convention climat, on est tombé dans des délires complètement fous. Là, je trouve que là, on est en train de monter la sauce. Alors, tout ce que je vous ai dit là, toutes les informations que je vous ai données là, c'est les informations que j'ai, que je peux vous donner. Et il n'y a rien d'autre, en fait. Enfin, il n'y a pas d'autres sujets qui sont cachés. Tout à l'heure, là, il y a des questions qui m'ont été posées sur le SIEG, je vais y répondre aussi. Enfin, il n'y a rien de caché, en fait. Donc, ce que je vous explique là, c'est ce qui se passe. Donc, après, le détail technique, bidule chouette, oui, là-dessus, on ne peut pas, quand on est en négociation, donner tous les détails techniques, mais sur les principes, sur ce qui nous guide et sur le plus important, vous avez tout. Donc, après, le fait de l'avoir fait un peu avant, là, moi, je suis arrivée, les négociations, elles étaient déjà en cours. Hein, donc, je les ai reprises. Et là, maintenant, vous demandez à me parler, je vous réponds. Après, le Parlement, et d'ailleurs, je remercie les présidents Lescure et la présidente Maya Méhaignerie, voilà, veut organiser des échanges là-dessus. Je suis là. Et mes collègues seront là aussi. Voilà. Sur Sylvia Pinel, oui, renforcer la sécurité d'approvisionnement en énergie. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Sur les réseaux, j'ai déjà parlé d'Enedis, donc je n'y reviens pas. Sur la sécurité d'approvisionnement, c'est un sujet qui est un petit peu parallèle en fait à ça, mais qui est aussi dû au besoin de donner à EDF des capacités d'investissement. On doit faire en sorte que EDF puisse investir. Et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur cette réforme. Parce qu'on a bien conscience que EDF a besoin d'avoir les moyens d'investir, que ce soit déjà sur son parc existant, mais aussi sur les renouvelables. Et après, sur éventuellement un nouveau parc, si c'est ça qui est décidé. Soit dit en passant, d'ailleurs, sur cette question de... parce que donc, Sylvia Pinel évoquait les investissements sur les nouveaux parcs. C'est très bien, j'entends ça, sauf que ce n'est pas comme ça que l'on va fonctionner. C'est qu'on va d'abord décider si on en fait. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de sécuriser les moyens d'EDF pour qu'EDF puisse investir, mais puisse investir quelle que soit la décision qui sera prise. Mais quand j'entends qu'il paraîtrait évident qu'EDF investisse sur des nouveaux parcs nucléaires, alors moi, je veux bien qu'on me dise « Ah, mais on n'a pas eu de discussion suffisamment en amont, on n'a pas assez associé le Parlement, on n'a pas assez associé tout le monde sur Hercule », et que là, on puisse dire comme une évidence qu'on va refaire des nouveaux parcs nucléaires en France. Ben non, pour moi, si la décision de refaire ou pas des nouveaux parcs nucléaires en France, ça doit faire l'objet d'un débat démocratique, ça doit faire l'objet d'une décision politique, et après, on mettra en œuvre si c'est décidé comme ça. Et donc, c'est pour ça que là, on fait tout un travail en ce moment avec RTE. Vous avez vu qu'il y a eu un rapport AIE-RTE qui, justement, a permis de dire qu'il était possible d'envisager plusieurs solutions, qu'il y avait des solutions avec du nouveau nucléaire, des solutions sans nouveau nucléaire, des solutions où on peut atteindre 100% d'énergie renouvelable ou quasiment 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Tout ça, c'est du ouvert. Et nous, ce qu'on est en train de faire, justement parce qu'on veut
que la démocratie fonctionne dans ce pays. On est en train de travailler avec RTE qui va nous sortir plusieurs scénarios possibles pour préserver la sécurité d'approvisionnement de notre pays et avec des options différentes. Et une fois que tout ça sera sur la table, d'ici la fin de l'année, on aura un certain nombre d'éléments, après, il y aura possibilité d'organiser un débat démocratique où chacun pourra s'exprimer. Il pourra à la fin y avoir un choix qui sera fait. Quelle option on choisit? Ce choix-là, il sera fait dans le prochain quinquennat. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc moi, c'est vrai que quand on me dit il faut associer en amont sur Hercule, mais par contre, sur le nouveau nucléaire, c'est une évidence. Je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé des investissements futurs, globalement. D'accord, ok, dont acte. Donc oui, là, le but, c'est que ce qu'on est en train de faire, ça permette à EDF de faire des investissements, quel que soit le choix qui sera fait, mais qu'ils aient au moins l'assise financière pour pouvoir le faire. Parce que quoi qu'il advienne, que ce soit des investissements sur le renouvelable ou sur du nouveau nucléaire ou sur les deux, c'est des investissements lourds, donc il faut pouvoir les financer. Mais ok, dont acte pour moi, Sylvia. Je prends. Loïc Prudhomme. Oui, donc je répète que les prix de l'électricité c'est pas le gouvernement, c'est la CRE qui les décide, Loïc Prudhomme. Donc c'est quelque chose qui est important. Il y a eu une augmentation des prix de l'électricité. Je tiens quand même à signaler que toute énergie confondue, la facture énergétique globale n'a pas augmenté pour les Français et c'est quand même à noter. Et puis pour Sébastien Jumel, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes ces questions. Non, pas sur la recapitalisation. Sur la recapitalisation, je peux vous répondre tout simplement que la recapitalisation, c'est une solution conjoncturelle. Moi, ce que je veux, c'est une solution structurelle. Voilà. Donc, c'est un choix. C'est un choix, mais c'est un choix qui est assumé. La nationalisation, c'est structurel. Madame la Présidente, je vous laisse prendre le relais pour les questions nombreuses. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'ai une vingtaine de députés inscrits. Je vous propose de prendre 2 séries de 10 questions. Si vous pouviez, évidemment, faire le plus court possible pour que la ministre puisse vous répondre, évidemment, dans les détails que vous souhaitez. Je donne la parole à Anthony Sellier. Est-ce qu'Anthony est connecté? J'ai l'impression que non. Si, il est là. On ne l'entend pas, il est là, mais on ne l'entend pas. On ne vous entend pas. Par ailleurs, le projet Hercule a vocation à proposer un nouveau mécanisme d'achat de la production nucléaire qui doit se substituer à l'actuel ARENH, et vous en avez parlé. Actuellement, donc, le coût de l'ARENH est de 42 € du mégawattheure. Une augmentation de ce prix dans le nouveau pas interconnecté. Je vous remercie. Dino Cinieri. Est-ce que Dino, tu es prêt? Voilà. Merci. Merci. Tout d'abord, je voudrais m'écarter un peu du dossier EDF. Je voudrais simplement parler des éoliennes. Il y a 10 ans, les territoires ruraux accueillaient l'implantation d'éoliennes comme un élément de modernité et un atout en termes de recettes fiscales. Sujet d'aménagement du territoire.
les mâts éoliens étant implantés dans les zones périurbaines et rurales, ces dernières font l'objet d'un véritable mitage qui dévalorise considérablement la valeur des parcelles avoisinantes. Le tourisme est également impacté et les paysages dénaturés. Comment pouvons-nous accepter qu'un parc naturel régional comme celui du Pilat soit massacré par ces éoliennes avec des tonnes de béton coulées dans la terre au profit, je dis bien, au profit d'acteurs privés comme le groupe Total qui réclame aujourd'hui, par exemple, 900 000 € à 29 habitants et 3 associations de défense du patrimoine. C'est inacceptable. Merci, monsieur le député. Votre question, s'il vous plaît. Oui, loin de m'opposer au développement des énergies renouvelables, je veux rappeler que la complémentarité qui fait la richesse et la force de la France doit permettre de garantir notre autonomie. Ma question est, faut-il laisser demain les opérateurs privés, les promoteurs, prendre le pas sur la décision de nos contribuables, de nos concitoyens, qui, à travers les associations, ne souhaitent pas des implantations à cette hauteur? Merci beaucoup. Paul-André Colombani. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc, moi, je souhaitais attirer votre attention dans le cadre du projet Hercule sur les ZNI. Les ZNI, c'est les zones non interconnectées. On en a déjà parlé, ce sont, pour d'autres sujets, zones non interconnectées, ça concerne à la fois les territoires d'outre-mer et la Corse. Le EDF en Corse, ce n'est pas Enedis, mais une filiale qui s'appelle EDF SEI. En Corse et dans les territoires d'outre-mer, pour produire du courant, ça coûte beaucoup plus cher. EDF, dans le projet Hercule, SEI doit intégrer la EDF Vert, ce qui est supposé être les activités rentables du groupe. Donc la question, comment pouvez-vous nous assurer qu'il n'y va pas y avoir de problème pour le maintien de la péréquation tarifaire et que les tarifs ne sont pas impactés par cette fusion? Merci. Guy Bricout. Est-ce que Guy, tu es connecté? Oui, non? Alors Mathilde Panot, je redonnerai la parole à Guy plus tard. Mathilde Panot. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous savez aussi bien que moi que l'énergie est un secteur stratégique pour la vie d'un pays. La stabilité et la fiabilité de son système d'approvisionnement est une question capitale et l'urgence écologique nous impose de garder la maîtrise sur toute la chaîne de production et de distribution. Et vous faites tout l'inverse avec le projet Hercule puisque vous éparpillez façon puzzle EDF, un outil stratégique majeur, et nous privez ainsi des moyens de réaliser la bifurcation écologique dont nous avons tant besoin. Alors les raisons sont floues, peut-être l'obsession de sauver coûte que coûte le soldat nucléaire, peut-être aussi l'appât du gain des amis d'Emmanuel Macron à qui on a soufflé cette idée saugrenue de vendre EDF à la découpe, et tout cela avec la justification que vous donnez qui sont les conseils mal avisés de la Commission européenne, et ce avec malgré l'opposition des salariés du secteur, des associations de consommateurs et d'élus de tous bords. Et vous savez très bien les conséquences que ça aura, puisque aux mêmes recettes, eh bien, les mêmes échecs, lorsqu'on socialise les pertes et on privatise les profits, c'est toujours au détriment des usagers. Donc ma question est la suivante. Ne croyez-vous pas, vous qui êtes ministre de la Transition écologique, que les conséquences du réchauffement climatique et la nécessité de la bifurcation écologique justifient plus que jamais le besoin d'une gestion publique unifiée d'un bout à l'autre de la chaîne de l'électricité? Et puis, pouvez-vous nous garantir que la mise en concurrence de l'exploitation des barrages est abandonnée? Vous l'avez dit vous-même, c'est si important pour la ressource en eau, et nous espérons que vous n'allez pas vous servir des barrages comme d'une monnaie d'échange dans les négociations avec la Commission. Merci, Madame la députée. Guy Bricout, est-ce que Guy est connecté? Toujours pas? Non, il a dû partir et sa question est posée. Merci beaucoup. Est-ce qu'Anthony Sellier? C'est bon pour toi, Anthony? On ne t'entend pas. Bon, ça ne fonctionne toujours pas. Je donne la parole à Delphine Bateau. Merci, bonjour à toutes et à tous. Madame la Ministre, je suis perplexe en vous entendant, puisqu'en fait, vous nous dites à la fois tout ça, ce sont des contre-vérités, rien n'est caché, et en même temps, vous nous annoncez un projet de loi avant la fin du quinquennat.
Donc, j'ai trois questions factuelles. La première, c'est y a-t-il oui ou non en fait un projet Hercule ou est-ce qu'officiellement il n'existe pas ou est-ce qu'il est retiré? La deuxième, c'est est-ce qu'il est vrai ou faux que des banques d'affaires ont été missionnées par EDF et par l'APE et c'est vrai, quel est leur nom? La troisième, puisque vous avez dit ne pas vouloir rendre public les échanges précis entre le gouvernement et la Commission européenne, est-ce que vous pouvez au moins transmettre au Parlement les différentes pistes et les différents schémas d'organisation précis que vous dites actuellement envisagés? Merci beaucoup. Huguette Siena. Huguette? Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre, je voudrais à mon tour porter la voix du Lot par rapport au projet Hercule. En août déjà, je vous avais envoyé un courrier par rapport à ces sujets et dernièrement, j'ai rencontré effectivement les élus locaux et les partenaires sociaux pour aborder le sujet. Vous l'avez très bien expliqué dans votre intervention. Tout ce que le projet Hercule n'est pas. Aujourd'hui, c'est effectivement le manque d'informations sur ce projet qui suscite aussi dans nos territoires beaucoup d'incompréhension. Par rapport au territoire du Lot, on a des barrages qui viennent d'arriver à échéance et qui vont aussi arriver et on n'a pas de perspective par rapport à ces concessions. Il y a également la question liée à l'inquiétude des salariés. Vous avez aussi parlé dans ce sens pour les rassurer. Et c'est aussi une question d'aménagement des territoires. Et il est vrai que vous avez dit que vous associerez les parlementaires, les partenaires sociaux. C'est aussi ce que nos territoires attendent de ce projet. Et vous avez également rappelé la nécessité probable de mettre sur la table une loi. Sachez en tout cas qu'on sera à vos côtés pour travailler sur ces sujets qui vont permettre aussi un aménagement efficace de nos territoires. J'ai une seule question. Madame la députée. Jusqu'à quel sera le délai, quel est le délai pendant lequel on aura des informations fiables de la part de l'Europe parce que nos territoires ont besoin de se projeter aussi dans le temps. Merci. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Vincent Rolland. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, très brièvement, 3 points. Je ne reviendrai pas sur Hercule, si ce n'est pour vous dire mon grand scepticisme et me faire le porte-voix des inquiétudes à l'échelle des territoires. Le deuxième point a été en partie aussi évoqué, c'est la question de la concession des barrages hydroélectriques. Il se trouve que certaines concessions arrivent à échéance ou sont déjà échues dans mon secteur. Quid de la suite? On sait qu'il y a des discussions avec Bruxelles et vous faire part de notre intérêt, de notre demande à ce que ces barrages restent dans le giron public sous une forme ou une autre et bien sûr dans les renouvellements de concessions tenir compte des usages de l'eau qui sont pratiqués sur ces secteurs. Et enfin, les tarifs de l'énergie, et notamment pour l'industrie électro-intensive. On sait que nos industries ont besoin de soutien, notamment en ce moment. Que pouvez-vous nous dire? Quels engagements vous pouvez prendre pour garantir des bas prix à nos secteurs industriels hyper électro-intensifs? Je vous remercie. Merci. Michel Delpont. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, bien noté que l'acheminement et raccordement resteront dans le domaine public avec RTE. Toutefois, Hercule semble structuré en 3 parties: bleu avec le nucléaire et l'hydraulique, vert avec les énergies renouvelables et azur avec les barrages. Toutefois, l'arrivée de l'hydrogène risque de perturber ce clivage. En effet, l'hydrogène va faire apparaître un nouveau métier qui est le stockage de l'électricité renouvelable, tant nucléaire qu'hydraulique, en l'occurrence yacht et ENR.
Donc ma question, qui sera le gestionnaire du stockage de l'hydrogène? Merci. Madame la ministre, si vous souhaitez répondre à cette première série de questions, sachant qu'il y en aura une deuxième. Est-ce que Barbara Pompili Bien sûr. Voilà. Bien Madame sûr. la ministre. J'ai eu pas mal de questions qui ont été posées. J'ai notamment une question qui a été posée, je crois, que ce soit par Stéphanie Kerbar ou par le député Colombani sur la question des EDNI. En ce qui concerne les EDNI, le cadre régulatoire relève de la loi et donc il n'a pas vocation à être modifié de quelque façon que ce soit par la réforme. Le rôle de SEI restera aussi celui d'aujourd'hui, gestionnaire du réseau, acheteur unique de la production, fournisseur unique des tarifs réglementés. Les outils régulatoires, tarifs de réseau, TURP, tarifs réglementés, TRV, compensation des charges de service public de l'énergie seront également maintenus sous le contrôle de la CRE comme aujourd'hui. Donc, je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir d'inquiétude puisque on a vraiment sur la question de SEI qui gardera les mêmes missions de service public qu'aujourd'hui dans les EDNI. Le transfert de SEI à VER s'accompagnera du transfert des missions. Le fait que SEI soit une part de VER est pleinement cohérent avec les activités de VER liées aux nouvelles activités de la transition énergétique. Et il met ainsi l'accent sur le fait que SEI a dans ses missions la réalisation des PPE des EDNI. Donc, plus largement, le projet de réorganisation envisagé ne remet pas en cause les principes de fonctionnement du réseau de distribution de l'émission qu'il exerce. Donc, je le répète encore une fois parce que ça a été aussi l'objet un peu d'inquiétude. Sur les questions de souveraineté que posait Stéphanie Kerbar, en fait, il faut bien se dire que si on veut conforter notre souveraineté, il faut agir sur tous les fronts, sur les économies d'énergie, sur le maintien d'un haut niveau de résilience de tous nos réseaux d'énergie, la diversification des énergies, le développement de nouvelles technologies de l'énergie, le renforcement de la solidarité européenne, etc. Et donc, la réduction de l'usage des énergies fossiles est favorable à la lutte contre le changement climatique et en même temps renforce notre souveraineté énergétique. Il faut aussi voir que ces questions de souveraineté méritent d'être posées à l'échelle européenne et évidemment, le gouvernement porte avec ses partenaires, auprès de ses partenaires, le besoin de renforcement de notre réflexion collective sur le sujet et c'est un petit peu ce qu'on est en train de travailler actuellement. Dino Cinieri sur les éoliennes, alors on n'est pas dans le sujet d'Hercule là, complètement, mais si vous voulez, d'abord, on ne fait pas n'importe quoi sur les éoliennes. Je veux bien qu'on puisse se dire qu'il y a des améliorations à faire et c'est clair, mais il faut savoir que les éoliennes sont des ICPE qui font l'objet d'une autorisation environnementale par le préfet. Donc, elles n'arrivent pas comme ça n'importe comment. Maintenant, moi, je suis comme vous, je pense qu'on peut faire mieux pour anticiper sur les territoires comment on organise l'arrivée des éoliennes et comment on organise notamment le fait que tout ça soit bien concerté, que ça fasse partie aussi de projets de territoire, mais je rappelle que ce soit aussi en accord avec les objectifs de la PPE. La PPE donne des objectifs de développement de l'éolien, que ce soit terrestre ou maritime, et c'est pourquoi, dans le cadre de la réforme qu'on va faire dans la loi climat-résilience, on va demander à ce que les préfets fassent des cartographies des zones où on peut implanter des éoliennes suite à l'intégration par les SRADET et par les plans, par les documents d'urbanisme des enjeux de développement, parce qu'il n'y a pas de raison que le développement des éoliennes se fasse qu'à un endroit, que dans une région et qu'ailleurs, on ne prenne pas sa part de l'effort de la transition énergétique. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre en place une forme de planification qui associe tout le monde, où on puisse dire, voilà, dans telle région, il faut qu'on mette tant d'installations d'éoliennes, où est-ce qu'on peut les mettre, comment on discute, qu'est-ce qui est le plus approprié, etc., etc. Et de la même manière pour les autres énergies d'ailleurs.
Donc, tout ça est en cours, mais oui, plus ce sera fait en lien avec les territoires, avec les habitants, avec les élus, mieux ça passera. Et effectivement, il faut aussi qu'on développe, et on est en train d'y travailler aussi, et je suis allée d'ailleurs sur un site récemment, les énergies citoyennes, c'est-à-dire où les citoyens eux-mêmes portent des installations d'éoliennes et que ce ne soit pas toujours que des opérateurs privés. Et quand ce sont des citoyens ou des élus qui portent ces éoliennes, ça fonctionne vraiment très bien parce que quand il y a un problème, on peut aller parler à son voisin qui fait partie de l'organisation et donc c'est beaucoup plus, ça crée beaucoup plus de lien social. En plus, c'est très intéressant. Sur donc ZNI, péréquation, j'en ai parlé. Mathilde Panot, donc on veut garder une gestion publique du groupe, je le répète, on veut garder un groupe public intégré. En plus, c'est dans la loi, hein. Je rappelle que EDF est un groupe public. Sur la mise en concurrence des barrages, je le redis, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire en sorte de sortir de ça, et ça fait partie des négociations actuelles. Donc, on a le même objectif, Mathilde Panot, là-dessus. Delphine Bateau, alors, projet de loi avant la fin du quinquennat, moi, c'est ce que je souhaite pour que qu'on puisse sortir de cette histoire et qu'on puisse avancer et que ce soit réglé avant la fin du quinquennat. Après, on va voir si on est capable de le faire. Mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc, le projet Hercule existe-t-il? Oui. Sur la question des banques d'affaires missionnées par l'APE, alors, j'ai entendu la question, Delphine Bateau. Je n'ai pas à ce stade la réponse. J'ai la réponse sur le conseil juridique. Le conseil juridique de l'APE, c'est GIDE. Donc, ça, voilà, vous avez l'info. Sur les banques d'affaires, sur les conseils financiers, on va leur poser la question et quand on a la réponse, on vous l'a donnée. Ah, je vois que j'ai une réponse qui m'arrive, vous voyez, c'est formidable. Alors, je la regarde. Donc, a priori, ce serait JP Morgan, la banque conseil de l'APE. Mais là, c'est l'info que je reçois en direct, mais qui serait après, oui, après, on me confirme, et qu'elle est banque conseil pour l'APE depuis 2016. Voilà la réponse que je peux donner à Delphine Bateau qui me posait la question. Sur la question de transmettre au Parlement les différentes organisations envisagées, tout ce que je peux vous transmettre, je vous le ferai passer. Voilà, je le dis au service qui écoute aussi. Voilà, donc je vous le dis, on va essayer de trouver. Huguette Tiegna avait posé aussi des questions sur lesquelles je vais essayer de répondre. C'était sur la collaboration prévue entre les partenaires sociaux et les parties prenantes dans le projet. J'ai déjà répondu en fait là-dessus, donc je vais pas m'étendre. Je ne vais pas m'étendre sur la question des électro-intensifs, où là, il y a une question de Vincent Roland. Donc, il faut bien voir sur les électro-intensives, pour assurer leur compétitivité, elles bénéficient d'un taux très réduit de fiscalité énergétique, notamment la CSPE, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, au minimum communautaire pour les plus énergo-intensives. Cela représente une réduction fiscale, il faut quand même avoir ça en tête, de ce qu'ont déjà les électro-intensifs. C'est une réduction fiscale de 1,6 milliard d'euros de CSPE via la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, 600 millions d'euros sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour 2019. Elle bénéficie également d'une compensation carbone qui vise à compenser le coût du CO2 répercuté dans le prix de l'électricité, dont le montant total s'est élevé à 104 millions d'euros en 2019. Et par ailleurs, afin de mieux tenir compte des spécificités du profil de consommation de ces entreprises, le gouvernement a mis en œuvre des dispositifs valorisant la flexibilité
électrique des consommateurs électro-intensifs, notamment leur faculté d'interrompre et ou de reporter leur consommation. Il s'agit des dispositifs d'interruptibilité et d'appel d'offres, d'effacement, qui participent, et ça vous le savez surtout en ce moment, à la flexibilisation de la demande électrique. On est dans l'ordre là de 200 millions d'euros. Et donc pour les électro-intensifs, il est envisagé de la même façon que c'est le cas actuellement pour l'Arenh, que les volumes des contrats de long terme qui ont été conclus entre EDF et les industriels, donc ce dont je viens de vous parler, puissent être exclus de la régulation. Et en fonction du schéma final qui sera retenu pour la régulation, le gouvernement étudiera s'il est nécessaire et possible de mettre en place de nouveaux schémas de contractualisation pour ces entreprises. Voilà ce que je pouvais répondre là-dessus. Sur la question du stockage de l'hydrogène, question qui a été posée par Michel Delpont, ce sera une activité concurrentielle qui sera ouverte à tous et les opérateurs qui veulent y intervenir et ce sera rémunéré pour des services qu'elle pourra apporter au réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver par la suite. Voilà, Madame la Présidente, les quelques réponses que j'ai aux quelques questions qui ont été posées. Merci, Madame la Ministre. Alors, j'ai encore plusieurs inscrits. Est-ce qu'Anthony Cellier a réglé son problème de micro ou pas? Je l'espère, Madame la Présidente. Voilà. Ah, je vois votre sourire que c'est le cas. Merci, Madame la Présidente. Nous avons, Madame la Ministre, en France, la chance de bénéficier d'un système électrique d'une grande qualité, une énergie électrique toujours disponible, faiblement carbonée et, quoi que certains en pensent, encore compétitive. Tout cela est le fruit du travail de femmes et d'hommes qui ont pensé, conçu, adapté notre modèle français de production, de transport et de distribution d'électricité. On n'imagine pas à chaque fois que nous appuyons sur un interrupteur les trésors d'intelligence et d'ingénierie qu'il faut mobiliser et déployer pour satisfaire nos besoins grandissants en énergie électrique, et je veux les en remercier. Alors, tout ça, il faut le préserver. Un projet pour EDF, oui, qui s'appelle Hercule ou autre, c'est nécessaire pour adapter EDF aux enjeux de sa position concurrentielle vis-à-vis de les voisins européens. Il faut qu'on fasse preuve de pédagogie et je vous remercie d'être présente pour rappeler à l'envi la trajectoire que ce gouvernement est en train de prendre vis-à-vis des discussions avec la Commission européenne. Mais comme répétition égale mémorisation, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les bénéfices attendus pour le consommateur de ce projet de réforme? Est-ce que ce projet permettra à EDF d'assurer un accès à une électricité compétitive, décarbonée et surtout disponible, même lors d'un événement climatique intense comme vous avez pu les constater en septembre dernier dans le Gard ou dans les Alpes-Maritimes, et pour lequel je salue la mobilisation d'Enedis, acteurs du service public? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Yves Aimé-Dinger. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis très inquiet par les conséquences à venir du projet Hercule. Je ne suis pas sûr d'avoir été totalement rassuré par vos propos ce matin, mais surtout, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit concernant la fermeture de Fessenheim, qui de toute façon était inéluctable parce qu'il aurait fallu faire des travaux pour lui faire passer les différents tests de sûreté. De Fessenheim a entraîné une indemnisation d'EDF à hauteur de 400 millions d'euros. Donc l'argent, il était là. Et ce qui est un comble, c'est qu'une partie, 17% de ces 400 millions d'euros, vont bénéficier à l'Allemagne qui était membre du consortium Fessenheim. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je pense qu'il est prématuré de dire que la fermeture de Fessenheim n'aura pas de conséquences sur la production d'électricité et sur les risques que cela fait peser de rupture de production. On fera le point l'année prochaine et on verra bien. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'en suis pas certain. Et au final, moi, je travaille beaucoup sur la mise en place la création d'une centrale hydrogène en méthanisation sur le territoire français. Les Allemands avancent beaucoup là-dessus. J'espère que vous nous aiderez à l'obtenir chez nous en France. Et il y a deux points qui posent le problème, c'est que la France a une vision de l'hydrogène qui porte sur l'hydrolyse, alors que les Allemands travaillent sur la pyrolyse, qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente. Et j'espère que ce ne sera pas à cause de ça qu'on n'obtiendra pas ce projet chez nous en France. Et le deuxième point, c'est, moi j'ai pas mal de contacts avec des investisseurs, mais qui ont besoin d'une détermination du prix, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Merci. Merci beaucoup. Adrien Quatennens. Est-ce qu'Adrien Quatennens est connecté? Bon, je reviens à vous plus tard. Elisabeth Toutu-Picard.
qui s'est déconnecté? Gérard Le Seul. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci de prendre le temps d'échanger avec nous. Vous nous l'avez dit, l'énergie est une nécessité individuelle, une nécessité collective, une nécessité nationale. Son accès donc indispensable, nécessaire pour tous les Français, toutes les entreprises. D'autres orateurs l'ont rappelé. Pour notre part, et nous partageons la nécessité de diversifier les énergies pour répondre aux différents défis climatiques, 3, 4, 5 volets, peu importe, ça ne change pas réellement le problème de fond. Le problème de fond, pour moi, est essentiellement lié à la souveraineté nationale, la souveraineté énergétique. Et donc, la question vous a été posée à plusieurs reprises. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas été totalement convaincu des réponses, donc je me permets de reposer la question. Quelle souveraineté énergétique envisagez-vous pour la France? Et par ailleurs, vous nous avez dit refuser des solutions conjoncturelles. Mais en quoi une recapitalisation publique ne serait-elle pas une solution structurelle? Je vous remercie. Merci et bravo pour le timing, hein, Gérard. Je donne la parole à Stéphanie Do. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. En ces temps difficiles, où l'exemple de l'hôpital public, en première ligne face au Covid, nous prouve la nécessité de conserver un service public fort et structuré. L'une des craintes récurrentes des agents EDF concernant cette privatisation est la perte de leur statut IEG, malgré les promesses réitérées du gouvernement. Quel outil pédagogique comptez-vous mettre en place pour expliquer cette réforme afin qu'elle soit mieux comprise et bien acceptée par les premiers concernés? Je vous remercie. Merci beaucoup. Damien Adam. Merci Madame la Présidente. Un des objectifs du projet Hercule vise à donner à EDF les moyens d'investir plus dans la transition écologique. Et je vous remercie Madame la Ministre pour votre clarté sur les objectifs et les lignes rouges de l'État sur Hercule. La réalité, c'est que durant des années, l'État, actionnaire à plus de 80% d'EDF, a demandé à EDF des dividendes en cash importants pour financer les dépenses de l'État, et ça, toutes tendances politiques confondues, y compris ceux qui étaient déjà parlementaires et qui aujourd'hui sont devant leur écran pour dire qu'EDF est affaibli par l'État. Un ministre de l'économie a eu le courage de changer ça, et c'est Emmanuel Macron en 2015. L'absence de dividendes en cash a été actée jusqu'en 2020, et pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer si cela va continuer dans les prochaines années? Autre sujet majeur, le prix de l'électricité. Est-ce que la CRE a une visibilité sur l'évolution des prix de l'électricité, au moins avec des fourchettes de prix, d'ici à 2025, voire 2030? En effet, le tarif a augmenté de 50% en 10 ans, et même si nous restons aujourd'hui un des pays d'Europe avec le prix le plus bas, nous perdons petit à petit notre avantage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Puis Marie Lebec pour clore cette deuxième série de questions. Merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre effectivement pour cet échange. Comme beaucoup de mes collègues, je soutiens fortement l'objectif de redonner les pleins moyens à EDF, de développer ses investissements tant dans le nucléaire que dans les énergies renouvelables. Je crois que ça permettra de conforter la place de la France parmi les pays leaders de l'énergie décarbonée. Je voulais pour ma part vous interroger sur les activités de R&D du groupe ayant moi-même un site dans la ville de Chatou. EDF est parmi les leaders internationaux en matière d'innovation sur l'ensemble des productions et services énergétiques et c'est notamment grâce à ce pôle de recherche et développement qui est bien entendu essentiel et transverse aux diverses activités de production du groupe avec notamment un maillage au travers de notre pays de ces laboratoires. Aussi, je souhaiterais savoir quelles sont les options qui sont envisagées pour ce pôle d'excellence de recherche et développement. Dans quelle partie serait-il intégré dans le cadre du changement? Et dans le cadre de ce changement, est-ce que ce ne serait pas pertinent de garder une logique transverse pour l'avenir de la recherche et développement? Merci beaucoup. Madame la Ministre, c'est à vous. Pardon, merci. Merci beaucoup. Sur les questions qui ont été posées, moi je vais revenir clairement. Anthony Sellier demande les bénéfices attendus pour le consommateur de cette réforme. C'est vraiment d'avoir une stabilisation des prix en fonction des prix de production et non des variations du marché qui dépendent surtout des fossiles. Et donc c'est ça que nous on veut faire en sorte d'obtenir pour les consommateurs français, parce que justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que les consommateurs français ont été mis à forte contribution pour le financement de la construction du parc nucléaire, et donc y compris pour son entretien, etc. Et donc c'est normal
qu'on essaye de lui assurer un prix qui soit un prix régulé le plus stable possible et qui ne soit pas sans arrêt soumis à des variations de prix du carbone. Donc l'idée, c'est vraiment celle-là. Alors, monsieur Yves Médinger, on va pas revenir sur l'affaire de Fessenheim, je maintiens mes propos. Après, par contre, pour vous aider sur la question de monter une centrale à hydrogène, en fait, là, on est en train de mettre en place, si vous voulez, un cadre de régulation pour l'hydrogène à moyen terme pour passer en phase industrielle. À court terme, il y a des appels à projets de l'ADEME pour soutenir le démarrage de la filière. Je vous rappelle qu'on met 7 milliards d'euros pour la stratégie hydrogène, dont 2 milliards dans le plan de relance. Et donc, évidemment, toute l'aide qu'on peut apporter, on l'apporte en ce moment pour faire démarrer justement ces structures. J'avoue là que vous me collez un peu sur la question hydrolyse-pyrolyse. Je vais regarder de plus près cette affaire. Mais c'est vrai que nous, on est plutôt sur la question sur la mise en place d'électrolyseurs. Ça, c'est vrai. Sur la question de la souveraineté énergétique pour la France, Gérard De Seul, moi, j'ai déjà un peu répondu sur cette question. La question de la souveraineté, c'est la question de pouvoir produire une énergie qui soit une énergie qu'on produit chez nous et qui est faite avec ce qu'on a. C'est toujours pour ça que moi, j'ai toujours pensé que les énergies renouvelables, c'était la plus grande possibilité de souveraineté, parce que là, on ne récupère que de l'énergie qu'on a chez nous, alors que pour les autres, on doit les importer, que ce soit le gaz, que ce soit les fossiles, que ce soit aussi pour le nucléaire, on doit importer l'uranium. Donc, bon, il y a cette question-là. La souveraineté, ça passe aussi par la maîtrise de notre demande d'énergie. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait tous les travaux dans le plan de relance pour baisser nos besoins. L'isolation des logements, par exemple, en est une partie. Et le travail que nous faisons avec nos partenaires européens pour essayer de nous coordonner pour que cette souveraineté, elle se voit au niveau français, mais aussi au niveau européen, puisque nous sommes très interconnectés quand même. La question de Stéphanie Do sur les craintes des salariés. Donc, je rappelle que le statut d'IEG n'est pas remis en cause, qu'il y a des concertations et qu'il y aura des concertations avec les syndicats dans les instances de l'entreprise avant toute mise en œuvre. Et c'est ça le principe de base qui nous guide par rapport aux salariés. Damien Adam, oui, sur la question des dividendes, ça fait déjà plusieurs années que l'État prend ses dividendes en actions et pas en cash, et donc je pense qu'on va continuer comme ça. Sur les prix, sur l'évolution des prix, il y a des scénarios prospectifs qui existent, mais les fourchettes sont quand même assez larges, il faut bien le reconnaître. Sur la question de la R&D posée par Marie Lebec, la R&D ne sera évidemment pas remise en cause, au contraire. C'est un point, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est extrêmement important de garder un pôle de R&D qui soit costaud. Le positionnement de la R&D dans la structure fait partie des détails qui ne sont pas arrêtés, mais évidemment, l'idée, c'est que le pôle R&D soit positionné de manière à bénéficier à l'ensemble du groupe et pas qu'à un bout. Voilà un peu globalement ce que je pouvais répondre, Madame la Présidente. Bien, merci Madame la Ministre. Merci beaucoup pour évidemment toutes vos réponses, la clarté de vos propos. Et puis, évidemment, comme l'a dit mon collègue Roland Lescure, on aura à cœur évidemment de poursuivre ces débats, d'engager, de prendre les initiatives qui conviennent pour continuer les échanges sur le projet Hercule. Et puis vous dire que, comme l'a rappelé Roland Lescure, nous retrouvons avec la Commission des affaires économiques la semaine prochaine pour l'audition conjointe de Jean-Bernard Lévy, qui est président directeur général d'EDF sur le projet Hercule aussi, et aux collègues de la Commission développement durable, mais tout le monde est bienvenu. Mercredi prochain, la présentation du rapport de la mission d'information sur la rénovation thermique des bâtiments. Voilà, je voulais vous remercier tous et toutes. Merci Madame la Ministre d'avoir été présente aujourd'hui. Merci Roland pour l'initiative de cette audition. Et puis, très bonne journée à vous tous et à vous toutes. Merci Madame la Présidente. Jacques Rabal. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.